Sébastien, bienvenue sur le podcast. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, histoire de mettre un petit peu le contexte? J'ai arrêté de faire, alors les gens l'auront remarqué, forcément, parce que là ça fait peut-être 2, 3, 4 podcasts depuis, mais j'ai arrêté de faire des introductions un petit peu personnalisées comme je le faisais, ça me prenait malheureusement beaucoup de temps, et j'ai décidé d'être un peu plus flemmard et de garder ça au plus simple possible. Donc maintenant j'ai une introduction qui est... qui est général en fait. J'ai enregistré un générique de base, et donc comme je ne fais plus d'introduction personnalisée, je suis dans l'obligation de demander à mes invités de se présenter. Eh ben écoute, ça va très bien pour moi, merci. Alors donc merci à toi surtout de m'avoir invité pour ce podcast, en espérant qu'il va être de qualité. Alors moi, Sébastien Zimmer, donc je suis préparateur physique de formation avec un master que j'ai passé à Strasbourg il y a 5 ans de ça à peu près maintenant, ouais c'est ça. Ça rajeunit pas mais bon, ça va. Et puis je me spécialise beaucoup dans tout ce qui est posturologie, et puis maintenant ça va faire 3 ans que je vis en Suisse et j'exerce en Suisse principalement. Donc voilà. Tu as quel âge, juste pour qu'on voit un petit peu? Ouais, 28 ans, tout simplement. 28 ans, ok. Eh ben parfait, donc préparateur physique, alors posturologue aussi, et c'est ça qui m'a grandement intéressé. C'est ça. Ça fait un moment que je voulais faire un épisode qui parlait de posture, ouais. mais je voulais quand même essayer de faire quelque chose qui soit pas trop compliqué. On va dire que j'essaye de plus en plus de faire des choses de moins en moins compliquées d'un point de vue technique, mais t'es arrivé d'enregistrer des épisodes dans le passé avec des... que ce soit des préparateurs physiques, des coachs ou des spécialistes particuliers, qui étaient assez techniques, malheureusement, que je trouve très intéressants. Mais j'ai eu des retours comme quoi parfois c'était peut-être un peu trop technique, alors que ça nous semble pas forcément très technique, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est niché, comme on dit. Ouais. Et alors, je voulais parler de posturologie, mais en essayant de garder en tête quelque chose de simple, que les gens puissent comprendre. Et j'ai pour l'habitude, et je le mentionne très régulièrement sur ce podcast, j'ai pour l'habitude d'avoir comme référence un petit peu Christophe Cario, qui, je trouve, a amené un peu ces concepts de posture au grand public, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu lis son bouquin Un corps sans douleur, il te parle de posture et c'est compréhensible pour tous, tu vois. Ouais. Et donc, est-ce que comment on définit la posturologie? C'est quoi c'est quoi la bonne posture? La posture, en fait, tout le monde en parle sans avoir quelque chose qui est uniforme, qui dit la posture, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu peux parler avec un ergothérapeute, un podo, un kiné, un préparateur physique, un coach, un médecin, n'importe qui, il va y avoir une définition différente. Donc moi, la posturologie, comment je la vois, c'est une question de coût énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont je me tiens, ça me demande un certain coût. Est-ce qu'il est plus optimal que le tien? Je ne sais pas, mais c'est la manière dont on lutte contre la gravité. Donc, plus on lutte fort contre la gravité avec des adaptations et des compensations, plus ce coût sera élevé. Au moins, on aura d'autres ressources pour faire de la performance, pour des tâches qui sont cognitives, de mémorisation et autres. Voilà. Ok, donc en fait, la posture, c'est la manière dont on se tient. Et pour lutter donc contre la gravité nous attire vers le bas. Donc quand on est debout, en fait, on met en tension des muscles et des articulations pour lutter contre cette gravité. Et ça demande un effort. C'est ça, et qui est inconscient. C'est là où on a souvent tendance à l'oublier, c'est que tout ça se fait à notre insu. Ok. Donc ça, c'est le principe de la posturologie, quoi, en fait. Comment moi je la conçois, encore une fois. Parce qu'encore une fois, il y aura différents courants d'un point de vue X, Y ou Z qui vont avoir leur propre définition. La mienne, c'est celle-ci. Ok, juste par curiosité, est-ce que tu connais d'autres courants de pensée sur la posturologie? Je prends l'exemple tout bête. Sans forcément rentrer dans le détail. Bien sûr, ouais, non, forcément rentrer dans le détail, mais tu vois des débats tout simples que tu vois sur les réseaux, la différence entre position et posture. Tu vois, à un moment donné, tu es assis sur une chaise, oui, c'est une position, mais en même temps, tu auras une certaine posture. Est-ce que ta position, elle est optimale ou pas, mais ta posture, elle est inconsciente. Donc, cette quantité d'énergie, elle sera toujours plus ou moins importante. Mais ta position sera différente. Alors, j'imagine que chez les sportifs, c'est hyper important. Parce que y a déjà un gros coût énergétique sur l'activité en question, sur la performance.
Alors si en plus on a une posture qui demande de l'effort, plus d'effort qu'il ne faudrait, c'est se mettre en retard par rapport à d'autres, je suppose. On aura peut-être on aura très certainement l'occasion d'y revenir, mais c'est juste pour introduire le truc, quoi. En fait, ouais, tu le dis pour les sportifs, évidemment, plus tu montes en niveau, plus on est tout le temps dans une question d'efficience. Donc tu cherches tout le temps à la plus grande performance à moindre coût. Pour que ce soit un squat ou que ce soit dans une action de football, pour que ce soit une frappe ou n'importe quoi. Mais faut le voir aussi par extension, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ton coût énergétique, ton cerveau, il prend un petit peu plus d'énergie pour compenser cette lutte contre la gravité, ben peut-être qu'il sera moins efficient pour être concentré, pour mémoriser une Hmm. action, pour prendre une information, etc. Et en fait, donc là, moi je m'intéresse beaucoup dans tout ce qui est la performance sportive, effectivement, que ce soit dans tous les sports. Mais après, je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent dans ce domaine-là avec des élèves en difficulté scolaire. Parce qu'encore une fois, si tu as déjà un problème avec ton propre corps, il sera un petit peu plus difficile pour toi d'écouter la leçon, d'apprendre une poésie, etc., etc. Ça c'est intéressant, ça. De Parce qu'en fait, recouper la posture avec les capacités mentales, c'est ça, cognitives. parce qu'en fait, c'est ça, comme je te disais, c'est inconscient. Et en fait, la posture que tu vas avoir, elle reflète, encore une fois, pour simplifier, on est bien d'accord, mais de plus ou moins l'activité de ton cerveau. Donc, au plus ton cerveau il est activé, au mieux c'est. Au plus, on va dire qu'il y a une inaccessibilité, on va dire, sur certains muscles, au plus il va y avoir des zones d'ombre, on va dire, dans ton cerveau, qui fait qu'après, tu auras tous tes processus cognitifs et exécutifs qui seront un peu plus négociés et pas optimales. Donc ça rejoint vraiment dans tous ces aspects-là. On va dire que de manière générale, la posturologie, mon apport d'entrée, c'est la posture, le corps, le mouvement. Mais on sait très bien qu'il y aura un incident dans tout ce qui est comportemental, cognitif et également émotionnel. Parce qu'on va dire que les trois aspects sont toujours bien liés. Mais alors, est-ce qu'à ce moment-là, le fait d'être assis ou même allongé par rapport à une position debout est plus efficace pour être concentré, pour étudier, pour faire des tâches qui demandent de l'effort mental, des tâches cognitives? Est-ce que c'est plus efficace d'être de travail? Est-ce que je sais pas, hein, je te demande, est-ce que ça serait plus efficace de faire quand on est étudiant de faire ses devoirs ou d'apprendre ses leçons allongé dans son lit? Parce qu'on n'a pas cette posture, on lutte pas contre la gravité, et alors on peut avoir pleinement ses capacités psychologiques. C'est sûr que ta part vestibulaire, quand tu seras couché, elle sera un peu moins présente, on va dire, que dans tout ce qui est... C'est à la fois une question bête, mais en même temps, ça semblerait logique, vu Ça semblerait le logique. contexte. Après, d'autant plus que quand tu es debout, tu auras une part proprioceptive qui sera un petit peu plus importante. Et on connaît un peu la part de la proprioception justement dans tout ce qui est les troubles d'apprentissage et dans tout ce qui est mémorisation. Donc effectivement, je pense que être debout pourrait être intéressant. Je dis bien pourrait parce que j'ai pas vraiment étudié le sujet. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, je suis passé un petit peu par toutes les, toutes les positions pour étudier. Ça m'arrivait de travailler, enfin, comme tout le monde, j'imagine, de travailler debout, de répéter, Ouais. de répéter ou d'essayer d'engranger une leçon, de mémoriser un chapitre, un truc debout, tu vois, en répétant, en parlant, en, en parlant tout haut, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé de travailler assis à un bureau, bien placé, mal placé. Ça m'est arrivé de travailler sur le lit, tu vois, de t'allonger, puis d'être avec des cahiers, des feuilles. Mon expérience personnelle m'a montré que le fait d'être allongé était pas vraiment le plus efficace, quoi, au long terme. Il y a un côté flemme de s'allonger, c'est un peu comme si on se détend en même temps qu'on essaie d'apprendre, Ouais. mais je trouve qu'il y a un manque de focus. Et j'ai jamais été aussi, encore une fois, c'est un retour personnel, j'ai jamais été aussi efficace. J'ai l'impression dans ma productivité en étant assis correctement dans un cadre sur une bonne chaise avec un bureau quel qu'il soit, mais en tout cas avoir une bonne posture assise, on va dire. J'ai jamais Ouais. été plus efficace que ça. Après, c'est juste mon expérience perso, je sais pas ce que ça vaut. Ouais. Ben, tu vois, la première confusion, c'est comme tu disais, une posture assise. En fait, ce sera ta position assise. Ce sera une position de squat, une position debout, une position assise. Et la posture, après, ce sera un peu vraiment inconscient. On peut avoir deux positions similaires, mais deux postures différentes, parce que mon cou, il sera un petit peu plus élevé que le tien, en fonction des bagages que j'ai. D'accord. Je saisis Ouais. Mais la c'est une distinction. notion quand tu es néophyte, je trouve qu'elle est quand même assez difficile à comprendre. Et plus on répète, plus on répète, plus on répète. Et après, tu essaies de comprendre un petit peu la nuance entre les deux.
Et c'est là où il y a souvent des débats. Et c'est le problème, c'est aussi beaucoup de gens qui critiquent un petit peu la posturologie. Ouais, ça manque d'études, nanani, nanana. Bon, d'une part, la posturologie, on va dire comme je l'ai défini juste avant, ça respecte juste la physiologie. Et le problème, c'est que des études qui sont faites, ben elles sont plus faites sur les positions que sur la posture. Tu vois, et c'est un petit peu les sources de discorde qu'on peut voir un petit peu sur les réseaux. Et c'est un petit peu dommage, plutôt que tirer vers le haut, ben ça tire vers le bas. Comment tu as découvert la posturologie dans quel ordre ça s'est fait et après on pourra en venir peut-être à la formation que tu as faite, Ouais. que Alors, tu as fait. c'est plusieurs aspects de ma vie, on va dire, qui m'ont fait tourner plus vers la posturologie. Alors, d'une part, pour mon cas pratique, donc moi j'ai eu ligament croisé en tant que tout bon footballeur qui se respecte, on va dire ça comme ça. Et puis bah voilà, rééducation classique, blabla. Et puis après, ben au fur et à mesure que tu commences à t'entraîner, tu sais, j'avais pas un gros squat, mais quand tu fais un petit squat à 120 kilos et que 2 jours après, pendant 2 jours après, t'es couché sur le lit parce que t'as mal au dos et que tu comprends pas pourquoi, tu dis mince, pourtant je fais gaffe, etc., etc. Donc mon cas personnel où je me suis beaucoup interrogé sur moi-même de par ce que j'ai vécu, donc les ligaments croisés et tous les petits douleurs qui venaient de manière récurrente. Et ensuite, par le fil de mes études, tu vois, par exemple, donc j'étais en licence puis master en préparation physique et puis j'avais dans mes amis Didier Rice, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois qui c'est, j'ai été Voilà. récemment en contact avec lui. Préparateur physique, il travaille avec beaucoup de footballeurs, dont Paul Pogba, enfin je sais pas s'il travaille encore, enfin bref. Et puis une fois, il a mis un post sur la posture avec Vincent Estignard, qui est posturologue à Paris. Et je dis, oh, moi je suis du genre de mec, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je fais demande d'ajout, etc., tu vois, ou j'aime. Et du coup, bah, je l'avais demandé à un ami, il avait mis un article sur les réflexes archaïques à l'époque. Et ben, tu sais, tu viens de sciences du sport, on en a vaguement entendu parler de ce développement, et puis tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Puis après, j'ai continué à faire des recherches dessus. Et puis ensuite, ben, j'ai fait une première formation, une deuxième. Ensuite, j'ai commencé à appliquer sur moi. Et puis que quand tu vois que bah, tu vas mieux, si tu fais un squat même poids et que t'as pas mal le lendemain, tu dis, ah, c'est peut-être intéressant quand même, ces petits aspects-là. Et Et puis attends, après, juste dis-moi, la première et la deuxième formation, ça a été une présentielle, ça a été en ligne, présentiel. ça a été... Ok. Présence. Attends, Comment je ça s'est réfléchis. déroulé? Ouais, pratiquement dans tout ce qui est posturo, c'est quasiment que présentiel. Donc en fait, c'était une toute première version qu'ils avaient faite, Vincent avec Didier justement, qui s'appelait Posturologie et préparation physique, un truc comme Ouais, ça. donc parfaitement dans le À, thème. à Lyon, ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais participé. Puis en fait, ben, tu sais, comme tout séminaire de 2 jours, bah, c'est qu'une introduction. Donc après, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas faire encore une autre formation. Donc là, à l'époque, j'avais fait l'Institut IP, pardon, avec Mathieu Boulet, qui vit à Montréal, justement, qui était venu en France, là, pour la deuxième fois en France. Et donc là, j'avais fait niveau 1 et niveau 2 tout de suite. Et 2 semaines plus tard, je suis tout de suite allé faire reprogrammation posturale globale du docteur Bricot à Marseille. Donc, c'est-à-dire qu'en un mois, je me suis tapé 15 jours de neuro et de biomécanique bien costaud. Donc après, t'es bien rincé quand même. Mais voilà, tout s'est enchaîné assez rapidement. Et puis, mais vraiment par curiosité, c'est-à-dire qu'aller chercher, il y a une information qui me dérangeait, que je ne connaissais pas. Ben, je suis allé au recueil d'informations. Et puis après, ben, tu fais les formations qu'il fallait, quoi, tout simplement. Et il n'y a pas de... Donc c'est pas une formation universitaire, Alors, il y a un c'est pas DU qui quelque chose... existe. Il Il y y a a un un DU, DU ouais. qui est interuniversitaire avec Grenoble, Marseille, Paris et Toulouse, je crois, de tête. Mais donc c'est que de la théorie et c'est accessible que aux personnes ayant déjà un doctorat. Donc toi, demain, Ouais. t'es kiné, t'es prêt en physique et un master, tu ne peux pas prétendre à venir faire ce DU. Ce qui est un petit peu dommage. Et en fait, ça veut dire que toutes ces formations qu'il y a, euh, elles sont un peu... Enfin, chacune sont indépendantes. Et est-ce qu'il n'y a pas justement le fait d'en faire plusieurs, à la fois c'est bien parce que tu as une vision d'ensemble, tu vas pas te cantonner Ouais. à un seul formateur qui a une vision ou qui a une façon de faire, tu vas avoir quelque chose de très complet. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations, que ça va pas un petit peu dans tous les sens, parce que tu m'as dit il y a plusieurs courants de pensée sur la posturologie. Est-ce qu'on peut... alors c'est comme tout, hein, tu me diras, c'est comme toutes les pratiques, mais est-ce qu'on peut en quelques formations avoir quelque chose de clair, de précis, avoir une espèce de méthodologie où tu peux t'en servir, où tu peux vraiment la pratiquer? J'ai-
Je dirais que c'est comme tout, c'est-à-dire, je prends l'exemple, même moi, de mon simple master, tu sais, je parle des fois avec des gens, ouais, t'as un master. Mais franchement, j'ai eu mon master, dans la vie de tous les jours, il m'a pas servi, j'exagère, hein, mais il m'a pas servi à grand chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit les formations privées ou même un master, finalement, même si c'est un bac plus 5, ça va te donner un certain recul ou comme, comment je dirais, comme une petite allumette qui t'allume, mais après, c'est à toi de chercher les informations pour pouvoir compléter tout ce qui manque. C'est, c'est plus une Oui, bien initiation sûr, à c'est quelque sûr. chose. Donc même, à un moment donné, tu lis un bouquin, tu vas faire un séminaire, mais il faut surtout pas que tu te restes cantonné à ça. Que d'une part, tu ailles compléter les informations, parce que maintenant, tu vas faire un séminaire de 2 jours, de 4 jours, de 8 jours, de 16 jours, peu importe. Mais c'est quoi 16 jours sur toute ta pratique que tu fais tous les jours? Jamais tu pourras enseigner ou apprendre tout ça en 16 jours. C'est quand même une éducation qui se fait de manière quotidienne et enfin tous les jours. Faut que tu apprennes, faut que tu viennes compléter, faut que tu viennes revérifier peut-être il y a des nouvelles informations au niveau de la science qui est sortie, qui viennent confirmer ou peut-être un peu plus nuancées. Donc après, c'est aussi à toi de faire un petit peu tout ce travail-là. Et je suis 100% d'accord avec ça. Évidemment, on ne cesse jamais d'apprendre. Je l'ai répété, enfin, je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents. Je le Ouais, répète et je le répéterai. La formation, elle sera jamais finie, elle sera jamais terminée. On n'en aura jamais vu le bout. Et surtout, mes études, je sais plus dans quel épisode j'avais développé ça, mais euh, dans mes études, 5 ans d'études donc pour être ostéopathe. ouais, J'ai appris énormément de choses, ça m'a fait une super base, mais ça a été, comme tu dis, le déclenchement de quelque chose d'autre pour aller creuser d'autres sujets, pour aller m'intéresser à d'autres choses. Aujourd'hui, ma pratique, elle représente un petit pourcentage de ce que j'ai appris pendant ouais, ces études classiques, et le plus gros pourcentage est plutôt sur les expériences qui sont venues derrière, c'est ça. les compétences, bon, entre guillemets, que j'ai développées euh, par ailleurs après. Donc ça je suis d'accord. Euh, En fait, c'était juste pour... Parce que j'ai l'impression, et je crois que j'ai eu un petit peu... Enfin, je l'ai eu mentalement, mais je l'ai pas eu physiquement, je vais m'expliquer. Ouais, La sensation que il fallait se former énormément à tout et à n'importe quoi presque. En sortant des études, il y a une espèce de truc. Tu vas me dire si c'est la même chose en préparation physique ou dans ouais, ton domaine. Il y a une espèce de truc où tu as l'impression qu'une fois sorti des études classiques, donc tu as ton diplôme d'ostéo ou de préparateur physique, peu importe, et qu'il faut faire des formations complémentaires parce que ça va te permettre d'engranger plus d'expérience plus vite. Tu vas essayer de un petit peu doubler tout le monde sur ton marché, enfin la ouais, concurrence. Tu vois, si tu as cette formation, tu seras considéré comme plus expérimenté, un expert un petit peu plus important que les autres. Et alors moi, je suis pas trop tombé là-dedans. J'ai eu l'impression qu'il fallait faire ça. Je l'ai pas trop fait. Je me suis contenté de faire quelques formations à côté et surtout ensuite d'aller creuser sur des livres de manière personnelle, tu vois, sans ouais. forcément aller bouger dans toute la France ou n'importe où. Euh, mais il y a cette sensation donc qu'il faut aller à la pêche à toutes les formations qui se font derrière au détriment des fois du développement de sa propre activité. Comme si le fait de faire beaucoup de formations, c'était un peu comme se cacher de vraiment pratiquer et vraiment travailler son activité, parce que c'est bien de faire plein de formations, mais il y a une telle quantité d'infos qu'on va finir par avoir que comment tu veux appliquer. Et moi je me souviens déjà qu'après les 5 ans d'ostéo, en sortant, attends, il y a quand même de quoi travailler et déjà engranger les connaissances que tu as eues durant tes 5 dernières années avant de commencer à aller te spécialiser ou aller chercher des trucs encore plus loin. Il y a quand même une main à faire, il y a une pratique à faire, tu vois. C'était juste pour ce Mais contrebalancement de trop d'infos et qui te c'est bloque un peu aussi. c'est comme tu as dit, au détriment de ton activité. Faut savoir que je pense la meilleure école, c'est quand même la pratique. Donc, t'es coach, faut que tu coaches. T'es posturo, faut que tu fasses la posturo. T'es kiné, faut que tu fasses la kiné. À un moment donné, c'est des réponses de terrain qui vont te donner peut-être des nouvelles sources de réflexion pour aller creuser là-dedans. Donc, t'as beau te former dans tous les domaines, mais si c'est pas applicable demain dans ta pratique, j'exagère, mais ça sert pas à grand-chose. Donc, pour moi, je suis totalement d'accord avec toi, et d'autant plus que, bon, moi-même, quand je suis sorti de mon master, je voulais tout faire. Toutes les formations, je les voyais. Bon, après, j'avais pas le budget, mais à un moment donné, c'est clair que ce qu'il te faut le plus, c'est de la pratique.
appliquer ce Donc que tu toi, as vu. tu es d'accord, Pardon. tu es d'accord avec ça et sur le fait que aussi dans le domaine de la préparation physique, du coaching, je mets des guillemets, hein, c'est le gros truc large. Ouais, Il y a ce truc aussi de la course ouais, à la plus de formation derrière, quoi. ouais, quand même. Après, là aussi un petit peu différent. Encore une fois, c'est mon avis que je vais donner. Je sais pas l'avis de tout le monde, mais la différence entre kiné, par exemple, avec enfin physio, kiné, comment on l'appelle, ça dépend du pays, Oui. et coach, c'est que kiné ou physio, tu seras toujours remboursé, tu auras toujours une clientèle. Coach, entre guillemets, t'es payé. Si t'es bon, t'es payé. Si t'es pas bon, ben ils vont peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Donc t'es presque obligé de tout le temps devenir meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans le sens où, Mm. ben, si maintenant t'es pas bon, ça va vite aller dans le sens où, ouais, mais lui, il m'a fait ça, lui, il est un peu mieux, tac, et ta clientèle, elle est vite plus là. T'as pas les sécu derrière qui va venir pour te dire, ouais, les clients, il faut que vous allez chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un Ouais, petit peu de ça aussi, et cette peur, t'as raison. finalement. Je Et peut-être pense. que le métier de coach encore plus, sachant que je fais toujours le parallèle avec moi, mon activité qui est Ouais, ostéopathe. On a des assurances. Alors en France, c'est le cas. Je sais plus parce que j'y suis plus. Mais enfin, je sais plus. ouais. Je sais pas Oui, trop comment ça a évolué depuis 3 ans là. Mais ici, c'est le cas. Il y a des assurances privées qui remboursent. Enfin, ouais. selon le type d'assurance, selon voilà, il y a plein de critères comme d'habitude. Mais il y a soit une grosse part, soit une entièreté, soit une petite part qui est remboursée C'est des ça. frais d'ostéo. Enfin, des consultations d'ostéo. Là où le coach, c'est pas le cas du tout. Aucune assurance ne Rien ne du, rembourse. Et oui, tu vois, donc absolument ça rien. c'est. Tu vois, je prends l'exemple en Suisse. Nous, c'est encore un petit peu particulier par rapport à la France, parce qu'en France, bon, t'as la Sécu qui paye, alors, ça fait longtemps que je suis plus, enfin, ça fait 3 ans, mais c'est un petit peu différent. Mais en Suisse, tu payes tous les mois des assurances. Donc, des assurances comme la Sécu, mais sauf que nous, on doit la payer. À un moment donné, les gens, tu leur dis que, ouais, mais je paye déjà les assurances, et en plus, ce que tu proposes, c'est pas remboursé par les assurances. En gros, ils font que Il y a une payer, obligation pardon? de payer des assurances? Et c'est Ouais, une c'est obligé. obligation de Ouais, payer des ouais, assurances? ouais, t'es obligé. Des assurances, ouais, c'est ça. Et du coup, ça veut dire Ok. que les gens, ils doivent payer des assurances, et en plus de ça, il faut que j'aille payer encore un coach, alors que c'est pas pris dans les assurances, et ils doivent se dire, ouais, mais si c'est pas pris par les assurances, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Ben non, mais tu vois, c'est un petit peu délicat quand même, comme milieu. Ouais, ce qui fait qu'il faut il Il faut faut être au être bon. top. Il faut être bon. Si t'es pas bon, bah ils vont peut-être aller autre part. Tu sais, des gens, ça va faire à peu près 2 ans, je discute avec un quelqu'un qui est devenu mon client, tu vois. À un moment donné, je discute, je dis, ouais, qu'est-ce que t'as déjà fait comme antécédent? Ouais, donc je faisais de la physio 2 à 3 fois par semaine depuis 10 ans. Je dis, mais attends, j'ai une Oui, question. oui. Depuis 10 ans, c'est ça marche ou ça marche pas? Ben non, pas trop. Mais je dis, pourquoi tu vas? Mais parce que c'est remboursé. Je dis, Oui, et bah, que c'est encore comme une... ça. Mais c'est C'est ça. un peu le. Ben Alors, parce que c'est comme ça. Oui. c'est peut-être un cas isolé. Mais à un moment donné, Non, non. pose-toi une question. Si c'est pas remboursé, est-ce que tu irais? Non. Bah alors pourquoi tu vas? Parce que c'est remboursé. Encore une fois, c'est un cas isolé. Mais là, tu vois juste un petit peu la mentalité de certaines personnes. Tu dis, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. Alors, je pense que c'est un cas extrême. Ouais, 10 ans, c'est beaucoup. Ah ouais, ouais, Cas mais isolé, j'irai peut-être pas jusque-là parce que oui, oui, il y en a beaucoup. Ici, en physio aussi, hein, il y a des. Enfin, ici, Québec, Montréal, Canada. ouais, Montréal en tout cas, puisque c'est là où je suis, euh, des personnes qui vont voir de la physio, qui font beaucoup de séances de physio sans forcément d'amélioration. Mais c'est un peu comme le parcours normal en fait. Et en fait, il c'est faut ça. juste se remettre dans un certain contexte, c'est que la personne qui a une douleur, elle n'en a aucune idée de ce que c'est. Elle n'en a Aucune. aucune idée, elle ne connaît pas d'anatomie, et puis on va pas lui reprocher de ne pas Non, c'est après, ça. bon, il y a aussi l'école de se dire si tu veux prendre en charge ta douleur complètement, renseigne-toi sur ta douleur, commence à lire des trucs, etc. Bon, après, peut-être que les gens n'ont pas forcément le temps de se transformer en expert, mais bon, des fois, c'est la meilleure solution. Mais admettons, la personne fait un travail dans un bureau lambda qui n'a absolument rien à voir avec la médecine, la santé, tout ça. Elle va voir un physio, le physio lui dit ben voilà, il y a ça, on va faire ça, et ça va durer tant de temps. Je veux dire, à quel moment la personne remet en question le truc? C'est ça. Mais c'est ça. Ok, le physio a dit ça, donc c'est que c'est ça. Mais entre guillemets, t'es protégé pardon, par la blouse blanche. C'est-à-dire que si demain t'appelles physio, tu t'appelles médecin, tout ce que tu dis sera juste. Tu vois, tu peux avoir 2 physios différents, ben les deux ont juste. J'exagère un petit peu, c'est ça. Mais tu sais, il y a une citation que je dis tout le temps, c'est la citation d'Einstein, c'est la folie, c'est de faire plusieurs fois la même chose et s'attendre à des résultats différents. Combien de fois des gens, tu les vois, ils font du sport, ils ont mal, l'épaule, le genou, n'importe quoi. Ils vont chez le physio, ils refont du sport, ils ont de nouveau mal,
ils refont du sport comme avant, ils ont de nouveau mal. Tu sais, au bout d'un moment, il faut qu'ils aillent chercher un petit peu au-delà. Et le pire, c'est qu'ils disent, la physio, ça marche, ça allait mieux. Ouais, mais tu y es allé 5 fois là, donc non, ça marche pas ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin bon, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. On va pas avoir la prétention de refaire le monde. Non, non, c'est ça. Mais comme d'habitude, non, mais c'est toujours des sujets intéressants. Je me posais une question. On va Ouais, revenir sur la posturologie, ouais. la posture. Comment tu analyses la posture de quelqu'un? Admettons, j'arrive dans ton cabinet ou dans ton bureau. Euh, Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas regarder? Ouais. Alors, comme je te disais, la posture que tu as, elle est inconsciente. Donc en fait, elle va être le reflet de plus. Encore une fois, on va le faire de manière simplifiée, hein, pour que ce soit compréhensible Oui, pour bien tout le monde. sûr. On va dire c'est de comment plus ton cerveau est activé entre guillemets, plus tu auras une bonne posture. Donc déjà, tu vas venir, je vais te regarder comment tu marches. Ensuite, je vais faire un bilan morphostatique, donc voir dans les 3 blancs de l'espace comment tu te tiens. Donc voir s'il y a des bascules, des rotations des épaules, du bassin, etc. Et ça va, on va pouvoir, donc pas tout le temps, ça dépend de la personne qui vient, répondre à une problématique spécifique. C'est-à-dire si tu viens parce que tu as mal, parce que tu viens, tu sais, tu as mal quand tu vas faire une abduction, etc., n'importe quoi, on va faire ce test spécifique par rapport à qui toi te parle. Parce qu'après, il faut que ça parle à la personne quand même qui vient. Donc il y a ça, mais ça, ce sera toujours de l'output. C'est-à-dire que ce que le cerveau, il renvoie dans le corps. C'est que ça qu'on va mesurer. Ensuite, moi, mon objectif, c'est de voir où est-ce que ça coince. Donc, en fonction de que je vois comment tu marches, si tu as un bras qui balance un peu moins que l'autre, je vois la tête qui bouge un petit peu, etc., etc. Je vois un pied qui rentre plus que l'autre. Ensuite, dans le bilan morphostatique, je vois une épaule plus basse que l'autre, par exemple. En fonction de ça, je vais voir, donc c'est de l'output. L'idée pour moi, ça va te chercher pourquoi tu as cette output-là. C'est-à-dire que tu as une bascule d'épaule. L'idée pour moi, c'est de savoir pourquoi tu as ça. Donc là, je vais commencer à regarder au niveau des inputs, au niveau des entrées sensorielles. Donc en gros, le cerveau, ça va être ultra facile. Il prend de l'information de l'environnement, il les traite et il les renvoie dans le corps. Donc toute asymétrie d'output ou quelque chose qui n'est pas optimal, donc une faiblesse musculaire un côté par rapport à l'autre, une épaule plus basse que l'autre, un bras qui bouge moins bien que l'autre, un défaut de mobilité d'un côté par rapport à l'autre ou par rapport à un standard. L'idée pour moi, ça, on sait très vraisemblablement, sauf contrainte vraiment mécanique pure et dure entre guillemets, l'idée c'est qu'il y aura un principe d'input sous-jacent qui sera pas optimal ou asymétrique. Donc l'idée pour moi c'est de mesurer plus ça qui va m'intéresser pour travailler dessus et de mesurer l'output tout de suite après pour voir l'amélioration qu'il y a. Si ça a été simple ou pas, je sais pas, dis-moi. Ça a été simple, je crois. J'espère que tout le monde, qu'on n'a pas perdu les gens. Je ne pense pas. J'espère pas. Est-ce que tu aurais un exemple concret de output-input si on prend ce que tu as dit, admettons l'épaule droite plus haute. Ouais. Quelle serait peut-être la cause de ça en termes de, comme tu l'as dit, d'un input, que ce soit une tension, une faiblesse musculaire, une asymétrie? Comment ça pourrait arriver dans la manière dont tu le décris, Ok. que tu le Donc, perçois? pour utiliser un exemple, je vais juste resynthétiser ce que je disais avant. Pratiquement tout fonctionne par input, donc c'est-à-dire que le cerveau va prendre de l'information, il les traite et les renvoie dans le corps égale output. En gros, c'est un petit peu ça. Donc si maintenant, par exemple, je vois qu'il y a donc les inputs, en fait, c'est des entrées sensorielles. Il y aura le tactile, la proprioception et le système vestibulaire. Donc après, on peut même aller un petit peu plus loin avec le capteur oculaire, etc. Donc imaginons que tu as une bascule d'épaule, il y a de fortes chances, je dis bien il y a de fortes chances parce qu'il n'y a pas de... On pourra jamais dire c'est juste ça, il y aura Oui, toujours une pluralité de choses. Il y a de fortes chances que tu aies un défaut de convergence des yeux. Donc ça veut dire que toute asymétrie de tension des muscles oculomoteurs vont entraîner une asymétrie de tension de toutes les chaînes musculaires descendantes, dont donc au niveau des épaules. Donc en travaillant une convergence oculaire, tu peux améliorer, on va dire, une bascule d'épaule qui va améliorer une force musculaire au niveau du membre supérieur du côté le plus bas. Et donc, imaginons que tu as une épaule à droite plus basse, tu es un petit peu moins fort à droite, tu vas travailler tes muscles des yeux, tu vas rétablir cet équilibre au niveau de la bascule d'épaule et tu vas devenir plus fort à droite, pour faire simple. Ok, si je dis qu'il y a, par exemple, je vais essayer de rentrer un peu sur mon terrain aussi, qu'il y a un défaut de mobilité au niveau d'une des vertèbres du dos, je vulgarise, ouais.
absolument. Ce qui entraîne une asymétrie entre le muscle, le trapèze haut à gauche et à droite. Il y a une asymétrie, admettons, le droit est beaucoup plus fort et beaucoup plus contracté que le gauche, et ce qui amène une épaule plus haute. J'espère encore une fois que c'est pas trop technique, que c'est simple. Non, ça va. Voilà, il y a un défaut au niveau d'une mobilité, au niveau d'une des vertèbres du dos, ce qui fait que le muscle entre l'épaule et le cou à droite est plus fort que le gauche, donc plus fort, plus tendu, c'est pas forcément synonyme, mais on va dire plus fort et plus tendu, ce qui amène l'épaule droite un petit peu plus surélevée par rapport à la gauche. Est-ce que là on est sur quelque chose de postural ou pas? Moi je vais te poser une autre question. Pourquoi tu as une vertèbre qui est bloquée? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, imaginons. Il peut y avoir ouais, voilà, tu vois, en fait, l'idée, c'est d'aller juste pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui a créé que cette vertèbre se bloque? En partant du principe que, on va dire, t'as deux systèmes tampons qui vont être le système, pardon, de la ceinture scapulaire et pelvienne vont être des systèmes tampons. C'est-à-dire que ils vont s'adapter par rapport aux informations sensorielles que tu reçois. Si de base, déjà, tu as une bascule de bassin et une bascule, des épaules, homolatéral ou ipsilatéral, donc d'un sens ou dans l'autre, forcément ce qu'il y a au milieu, c'est les vertèbres. Donc qu'est-ce qui risque de se bloquer? C'est les vertèbres. Donc en fait, qui va entraîner toutes les chaînes, toute la chaîne de conséquences que tu disais avant. Donc là, par exemple, ça serait un problème au niveau de bassin, qui entraînerait la vertèbre, qui elle-même entraînerait. Mais le bassin qui serait probablement, encore une fois, on saura jamais, parce qu'encore une fois, tes muscles oculomoteurs, il peut aller dans un sens, enfin, ça va aller jusqu'au niveau des épaules, mais ça va bien plus bas. Par exemple, ton système vestibulaire, il va aller jusqu'en bas. Donc, c'est lui qui va vraiment, au niveau des muscles à côté des vertèbres, c'est vraiment ça qui va permettre de codifier dans sa projection vestibulo-spinale. Donc, vraiment, ça peut aussi avoir son incidence, surtout si par exemple, d'utiliser les réflexes archaïques, le réflexe spinal de Galant, qui peut avoir son incidence au niveau de la position du bassin. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, mais il m'a perdu sur le nerf des termes. Disons que oui, il peut y avoir le bassin, mais le bassin, il va être adaptatif par rapport à d'autres choses. Imaginons que tu as un tactile du pied, donc pour utiliser l'entrée sensorielle du tactile, du pied qui sera un peu plus sensible à gauche versus à droite. Tu sais que est-ce que si on reformule très très clairement, ça veut dire qu'à gauche, tu as plus de sensations dans le pied qu'à droite? Ouais, ou peu importe, ou l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une asymétrie entre les deux. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment pour simplifier au maximum, pour être sûr de... Ouais, c'est ça. Ah, t'as bien fait. Donc en fait, tu as un côté qui sera beaucoup plus sensible. En gros, tu es un petit peu plus chatouilleux que l'autre, entre guillemets, par exemple. Tu sais que tes chaînes musculaires ne vont pas avoir le même impact en montant. Et comme ton pied, c'est ton seul contact avec l'environnement physique, on va dire, tu sais que tout ce qui va monter sera asymétrique. Donc toutes tes chaînes musculaires seront asymétriques. Qu'est-ce qui va entraîner? Une bascule de bassin. Très vraisemblablement. En fait, juste parce que tu es plus chatouilleux d'un côté que de l'autre. Tout ça pour créer une asymétrie. Encore une fois, là, on parle juste d'un capteur, mais encore une fois, tu sais que si tu en as un qui est déséquilibré, déréglé, les autres vont vouloir s'adapter dessus. Donc après, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais dire c'est juste toi ou juste toi. Ce sera toujours un petit peu plusieurs choses. Ok, donc si je comprends bien, les grandes causes qui entraînent des changements, des modifications de la posture, ou en tout cas la posture telle qu'elle est, les grandes causes, ça va être, comme tu l'as dit, vestibulaire, ça veut dire l'oreille interne. C'est ça. Oui, je ne saurais pas préciser, mais oui. Proprioception, donc c'est donc le fait d'être plus chatouilleux d'un côté, non, ça c'est le tactile. Même pas. Tactile. Oui, tactile. Voilà. Proprioception, c'est le fait de s'imaginer. Décris-moi mieux, parce que moi je vais dire n'importe quoi. Ouais, là c'est pareil, tu vois beaucoup sur les réseaux, la proprioception c'est être sur un bosu. Il y a pas que ça, mais ce sera peut-être plus de vestibulaire que de la proprioception. Mais encore une fois, on va pas. La proprioception, elle est présente tout le temps. Donc en fait, c'est juste. C'est le fait de s'imaginer bien dans l'espace, de savoir où on se trouve dans l'espace. Pour faire simple, c'est la représentation du corps dans l'espace. C'est juste ça. Ok. Mais des fois, d'un côté, elle est plus optimale que d'autres. Tu auras des muscles qui seront un petit peu plus optimaux que d'autres, etc. Ok. Donc, après là, tu utilises des tests assez classiques en neurologie que tu fais, tu vois. Donc. Oui, ben justement, j'y venais sur certains tests comme ça. Donc, toutes ces causes-là, on a les causes oculomotrices aussi, enfin les yeux, si on a un décalage. Voilà. Non, est-ce qu'il y a d'autres choses? Des grandes causes? C'est des entrées sensorielles. Il y a que les entrées, pardon. Il y a que ceci. Donc voilà, l'idée c'est ça. C'est après tu travailles sur ça et après tu les intègres dans le certain ordre dont ils se sont développés. Tu vois, parce que
il y a les immaturités sensorielles, telles qu'on vient de le dire. Mais après, essayer de le repositionner dans le contexte où ça s'est développé à la base. Donc là, on retourne beaucoup sur le développement de l'enfant et sur les patromoteurs, où ça se fait vraiment entre 0 et 2 ans, ou même un petit peu in utero, pardon, où par exemple le système vestibulaire, c'est le premier système sensoriel à se développer. Donc en fait, c'est déjà à la base. Si déjà de base, tu pars sur un de ces déséquilibres-là entre 0 et 2 ans, bah, tu sais qu'à par exemple, ton rampé, il sera plus ou moins négocié, ton quatre pattes sera plus ou moins négocié, et forcément ta station érigée et ta marche sera plus ou moins négociée. Ce qui peut créer, encore une fois, une perte de performance, une défaut de posture et tout ce que tu veux. Ok. On parle beaucoup aussi en posture, j'ai l'impression, de l'articulation ATM, à savoir Ouais, temporomandibulaire, à savoir la mâchoire, pour ouais, c'est simplifier ça. au Ouais, maximum. pour faire ultra simple, c'est ça. Ouais. Donc, un problème au niveau de la mâchoire entraînerait des problèmes de posture. Je l'ai très souvent entendu. J'ai pas beaucoup d'expérience sur ça. Je sais qu'il y a pas mal Ouais, d'ostéopathes qui travaillent sur la mâchoire pour des problèmes autres. Je sais enfin, ça m'arrive de travailler un petit peu avec des liens ouais. au niveau des cervicales, au niveau des épaules, mais j'ai pas une grande expérience là-dessus. Quand En, en fait, la mâchoire, c'est pour toi, c'est quoi? un bel obstacle. Je dis belle dans le sens où c'est pas bien. C'est-à-dire que la mâchoire va avoir un impact sur la posture, mais la posture va également avoir un impact sur la mâchoire. Donc après, quand tu vois des gens qui vont commencer à mettre des appareils dentaires fixes, vraiment où tu vas forcer ta mâchoire à avoir une certaine position. Alors oui, au niveau esthétique, c'est top, mais par contre, ça va créer des déséquilibres musculaires. Et mais encore une fois, dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, ça peut faire beaucoup de dégâts entre guillemets. Tu vois beaucoup des gens qui ont un appareil dentaire, tu vois souvent la tête qui part en avant de par les tensions que ça crée, et souvent ils ont des blocages vertébraux entre les deux omoplates, très souvent. Mais pardon. Euh, donc effectivement, c'est un bel obstacle, mais qui vient s'adapter par rapport aux autres. Moi, je sais que quand il y a des problèmes au niveau de l'ATM, donc au niveau de la mâchoire, pour simplifier, j'envoie chez un dentiste et un orthoptiste parce qu'après, ça reste quand même ultra spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. dentiste, orthoptiste et orthodontiste, pardon, et ostéo. Parce qu'après, c'est eux qui vont travailler sur ça. Moi, on va dire, c'est plus, je travaille plutôt sur les autres systèmes. Ok. Pour parler un petit peu des tests, mais vraiment très simple. Donc toi en fait, donc tu l'as expliqué un peu que tu vas regarder comment la personne marche, comment Ouais, la c'est ça. personne se tient dans les différents plans de l'espace. Tu vas la regarder de dos, de face, de profil pour voir C'est ça. tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Euh, Est-ce que j'ai déjà vu des posturologues, des personnes qui font de la posturologie, utiliser un fil, un laser? Est-ce que ça fait partie des accessoires de test que toi tu utilises? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est Disons que moi, je pense que tu peux tout utiliser à partir du moment où tu as le budget pour pouvoir t'acquérir le matériel pour. D'accord. On va dire que, encore une fois, ton objectif en tant qu'être humain, c'est lutter contre la gravité. Quoi de mieux qu'un fil à plomb pour mesurer la gravité? Donc, l'idée d'utiliser un fil à plomb pour voir par rapport aux normes, on va dire, de la manière dont tu te tiens. Mais encore une fois, Mais est-ce que justement il y a une norme, le fil, si tu le mets sur le côté de la tête et que tu le fais descendre en bas, est-ce qu'il y a des articulations qui doivent absolument passer par ce fil-là pour être considéré comme une dis- posture ouais, équilibrée? ouais, c'est ça. On va dire que dans la formation reprogrammation posturale globale de Dr Brico, il avait trouvé des normes qui te permettent plus ou moins de voir que les articulations sont plus ou moins, comment je dirais, ils sont sans contrainte mécanique, qui vont pas entraîner de contrainte mécanique. Donc l'idée c'est ça. Donc tu suis un petit peu ces repères qui sont pas ultra précis dans le sens où par exemple si je te dis 3 cm, ben, ce sera pas du 3,01. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus ou moins on parle beaucoup par travers de doigts, pardon, où tu vois que ton fil à plomb il doit passer par le plan fessier et scapulaire et à deux travers de doigts l'occiput. Après tu auras un niveau par rapport au occipital et tu auras un niveau lombaire par exemple. Mais après comme dans tout procédé, c'est ton expérience de terrain parce que par exemple comme on te l'enseigne tel quel, tu as ça, mais après on va jamais prendre en considération dans l'analyse globale par rapport à ton fil à plomb, par exemple si tu as un récurvateur au niveau des genoux. Tu vois, après c'est quand tu le Hmm. vois, tu dis ah ouais mais ça c'est bien, ouais mais peut-être là c'est moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Une question qui me vient, est-ce que plus t'es grand, plus ta posture doit être
adéquate ou adéquate bonne, on va dire. Parce que plus t'es grand, plus. Alors, je vais prendre une analogie vraiment complètement con, mais je pense que ça va être facile à visualiser. Plus une tour de bureau, on s'en fout, tu vois. Plus une tour est grande, plus elle doit être droite, en quelque sorte. Elle doit être travaillée, elle doit être bien maintenue. Parce que plus c'est grand, plus elle risque de tanguer avec le vent et plus elle va se fragiliser. Elle a plus de chances de s'abîmer, quoi, de tomber, de s'abîmer. Je parle vraiment comme si j'avais 15 ans, quoi, mais elle a plus de chances de tomber, de tanguer, de créer des fissures. Ou, je suis pas pro, mais tu vois un peu le délire. Plus c'est grand, plus en fait il y a un espèce de Après, je vois ce que tu veux dire. Si maintenant, je pense, encore une fois, j'ai pas feuilleté plus que ça la question, mais on va dire que si tu mesures 1m70, 70 donc, ou 1m90, ça va pas changer grand chose. Si maintenant tu me dis tu fais 8m20, ok, peut-être ça va changer quelque chose. Mais, tu vois ce que je veux dire? Ok, donc entre quelqu'un qui serait relativement petit de 1m60, vraiment petit, voilà, c'est ça. Et quelqu'un de 1m95, il n'y a pas une énorme différence de coût énergétique par rapport à la posture Mais c'est difficile. Je pose des questions difficiles et puis c'est pour discuter aussi. C'est pas... C'est compliqué. C'est compliqué. Après, encore une fois, qu'est-ce qui... Ouais, c'est compliqué. Ok, ça me va. Ça me va. Donc, le laser, il sert à quoi? Pareil, comme le fil? Ben, j'ai pas vu de personne en fait qui utilise le laser. Ou ça dépend. Explique-moi un peu le contexte de comment est-ce qu'il l'utilise. Ouh là là, je vais être obligé de te répondre. C'est compliqué aussi parce que j'avais vu ça il y a longtemps. Quand j'ai préparé l'épisode d'aujourd'hui, le podcast, je me suis rappelé d'avoir vu. Je suis pas retourné sur la vidéo où je l'avais vu, mais je me souvenais d'avoir vu quelqu'un utiliser le laser. Donc je me l'étais noté, mais j'ai pas été un super bon élève, j'ai pas été revoir la vidéo en question. D'ailleurs, je sais même pas si je pourrais la retrouver de la personne qui utilise le laser, donc je pourrais pas te dire comment et dans quel contexte. Après le laser, je vois plus ou moins un intérêt sur certains exercices, éventuellement. Après, pour mesurer, peut-être que si tu as la personne de profil comme ça et tu prends les lasers pour prendre les différents plans, peut-être. Mais après, tu sais, moi je dirais, plus je prends, alors même si je suis jeune, mais plus je prends de l'expérience et je me dis, les tests, c'est quand même bien beaucoup pour se rassurer nous, tu vois, finalement. Est-ce qu'on fait vraiment du bon boulot? Parce que finalement, il y a des choses que tu vois rapidement sur le terrain, tu vois, encore une fois, la posture, finalement, pour moi, c'est juste une porte d'entrée. La manière dont tu te tiens, c'est une porte d'entrée pour après travailler sur plein d'autres choses. Mais après, est-ce que c'est pas plus pour nous rassurer nous, pour dire, ouais, t'as vu, j'ai essayé de rétablir un petit peu plus ça grave, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis c'est aussi une façon d'avoir quelque chose de quantifiable, mesurable pour voir une évolution. C'est toujours plus facile de voir que au fur et à mesure des séances, je sais pas, le même test, il y a une amélioration à chaque fois, donc c'est clair et c'est visible. Ouais. Bon après, tu vois, c'est rare, j'ai bien c'est rare qu'une personne vienne chez moi et me dit, écoute Seb, c'est pour améliorer ma posture. Quand je dis ça, je peux les compter sur les doigts d'une main. Généralement, c'est, écoute, Seb, j'aimerais augmenter ma perce de ça. Seb, écoute, j'ai mal tout le temps ici. Seb, tu vois, ça reste spécifique. C'est rare qu'une personne vienne, écoute, j'aimerais améliorer ma posture. Ou alors, tu vois que c'est vraiment quelqu'un lui a dit, t'as une mauvaise posture. Sinon, t'en vois pas des gens comme ça. Oui, les gens viennent pour une problématique spécifique, ou pour c'est ça. Un objectif précis. Tu vois, après, il faut que ça parle à la personne. Tu vois, j'exagère, mais si la personne vient, écoute, Seb, à chaque fois que je fais par exemple des overhead, donc des mouvements au-dessus de la tête avec barre ou halter, ça me tire, j'ai mal. J'exagère, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre qu'on a rétabli, on va dire de 2 degrés sa position vers l'arrière. Il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, lui, ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est, il veut soulever au-dessus de la tête, il veut pas avoir mal. Point. Est-ce qu'il y a différents types de postures? J'en reviens à la petite référence que j'ai très souvent de Christophe Cario, qui avait identifié, ou en tout cas qui avait énuméré 3. Parce qu'identifier, c'est pas lui qui l'avait inventé, hein, il le tenait de travaux américains, je sais plus. Mais il avait énuméré donc 3 grands types de postures classiques, les grands types de postures générales. Moi, ça m'a beaucoup servi ça dans ma pratique, tu vois aussi. Je t'avoue, j'ai pas lu son livre. Si tu pouvais juste me les décrire. Alors moi, je les avais un petit peu reverbalisés.
Ouais. Alors, il y a une posture un peu comme on peut dire en S, c'est-à-dire tu vas de profil, le bassin a une. Enfin, je verbalise, Ouais, je vulgarise, a une rotation vers l'avant, donc une ok, antéversion qu'on appelle ouais, ça. Il y a une lordose lombaire, c'est-à-dire que le dos, le bas du dos est encore plus creusé, ouais, le haut du dos s'arrondit plus pour aller compenser, les épaules sont en avant et voilà, en général, les cervicales font un dernier niveau de compensation. Ça fait un peu comme une ouais, colonne vertébrale en S, tu vois, ok, avec un manque, une tonicité accrue des fléchisseurs de hanches et un manque de muscles abdominaux, les épaules vers l'avant, tractées un peu par l'avant d'épaule, les biceps, les pecs, etc. Ça, c'est la première posture. J'espère que je ne vais pas être aussi long pour les autres. La deuxième posture, c'était une posture avec, on va dire, l'ensemble du bassin qui se déplace vers l'avant et qui met beaucoup de tension sur les articulations de la hanche. ouais, Donc plutôt des forces et des contractions, des muscles toniques plus vers les ischio-jambiers, tu vois. ouais. Euh, Mais je vois un peu ce que avec tu veux dire, ouais. ouais, ça fait comme une espèce d'arc, on dirait un arc tendu mais dans l'autre sens en fait quand tu regardes de Ouais, profil la personne. Et le troisième, la troisième posture, ben, je m'en souviens plus. La ok. direct live, comme Mais ça ne me revient pas. en fait, Par contre, les deux autres, il y avait deux postures secondaires qui étaient des rotations, des inclinaisons. Voilà, bon, c'est pour disons donner que un peu en le contexte. pratique, tu vois ce genre de choses. En pratique, tu vois ce genre de choses dans le sens Mm. où, comme je te disais, on va travailler sur le système sensoriel. À partir du moment où tu sais qu'il n'est pas optimal, qu'il s'est à la base créé et développé de manière pas optimale. Donc encore une fois, jusqu'à 2 ans, on va dire à peu près, euh, on va dire que toutes tes chaînes musculaires se mettent vraiment en place, plus ou moins, hein. Mhm. Donc tu sais que à partir d'un moment donné où tu vas marcher et que tu t'es basé sur un système qui est compensé, tu sais qu'à un moment donné tu vas avoir des postures ou des positions ou tout ce que tu veux qui soient compensées et qui soient pas optimales. Donc en fait tu les vois en pratique et quand tu les testes, bah, tu vois que effectivement son système sensoriel il est pas optimal et bah, tu vois qu'il est pas mal négocié. Et quand tu repasses par ces étapes de développement et ces tests sensoriels, tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises. Donc effectivement elles existent ces positions là, mais c'est plus de l'ordre Mm. adaptatif par rapport au système qui s'est développé. Donc oui, tu les vois. Et aujourd'hui, tu vois beaucoup j'ai pas les pourcentages en tête, mais tu vois des plans scapulaires antérieurs, mais tu les vois quasi, j'exagère, mais 9 et demi personnes sur 10, c'est ça. Donc si tu as des plans scapulaires antérieurs, Ah c'est-à-dire oui, qu'il est beaucoup plus penché en avant. Et ah oui. comme tu es beaucoup plus penché en avant, ben, pour lutter la gravité, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tes extenseurs, donc par exemple tes hanches et tes ischios, par exemple, ils vont tirer en arrière et tu vois les gens, ils ont quasiment tous les ischios tendus. Bah oui, ben c'est normal si tu essaies t'essaies juste de lutter contre la gravité, tout simplement. Et ça, tu le vois quasiment tout le temps. Mais tu vois qu'il lutte, pourquoi? Parce qu'il est déjà sur un déséquilibre à la base. D'accord. Juste, j'ai en face de moi Ouais, la troisième posture, juste pour compléter. C'est ce que moi j'ai bien aimé appeler une posture comme en C. C'est que de profil, les épaules sont vraiment en avant, la colonne vertébrale est complètement ronde, même ouais, au niveau des lombaires, il y a très peu de lordose, il y a très peu de creux. ouais, Voilà, bon, là, il rajoutait qu'il y avait souvent des pieds plats, une rotation interne des hanches. Bref, ça, c'était la troisième posture. ouais. Mais Ok, ouais, bah, c'est je vrai sais pas qu'on voit si beaucoup ce genre de choses, mais c'est souvent un mix des trois en fait, avec une des trois postures qui se dégage peut-être un petit peu plus. ouais. Donc, Après, faut toujours pas l'oublier, c'est que notre posture qu'on a, la manière dont on se tient, la manière dont on bouge, c'est quelque chose qu'on a acquis durant notre développement. C'est pas quelque chose qui est venu et s'est dit, ouais, coucou, tu auras cette posture. Parce qu'à un moment donné, c'est que toutes tes chaînes musculaires, tu les as développées. hmm. Tu sais, à un moment donné, ta chaîne postérieure, tu la développes notamment quand tu lèves la tête, donc ça va commencer à stimuler ton vestibulaire. Et dans le sens inverse, quand tu as commencé à ramper par l'utilisation de ton premier orteil, c'est là que ta chaîne postérieure se développe. Toi, j'ai une vidéo que je montre Oui, oui, souvent oui. quand je fais des présentations, c'est que j'ai un bébé qui rampe, mais que d'un côté. Mais tu sais très bien que si à cet âge-là, il ne rampe pas de cette jambe-là, par exemple la jambe gauche, tu sais qu'il y aura moins de tonus musculaire dans cette jambe-là, tu sais qu'il y aura une bascule de bassin, et tu sais que quand il y aura des soucis, ce sera sur cette jambe gauche-là. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va squatter? À un moment donné, son bassin, il va shifter. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette jambe gauche-là ne sera jamais bien représentée dans ton cerveau. Je prends l'exemple, tu vas soulever 150 kilos sur ton squat. Ton cerveau, il ne marche que pour une chose, pardon, c'est la survie. Si tu as 150 kilos sur le dos, est-ce que ton cerveau va prendre le risque de mettre 150 kilos sur ta jambe gauche?
Bah non, il va pas le Ah, il va faire. prendre le chemin le plus Il va simple et faire le quoi? plus Il va court, hein. shifter à droite. Elle dit, ouais, mais j'ai mal à droite. Tu sais, à un moment donné, soit à gauche, mais à un moment donné, quand t'as tout ton poids sur la droite, bah, tu risques d'avoir aussi des tensions à droite. Et en plus, tu auras une cuisse droite qui s'est un petit peu développée. Oui, je suis d'accord. Mm. Mais si déjà, à la base, t'auras jamais utilisé cette jambe gauche, c'est pas quand tu vas faire 150 kilos au squat que tu vas commencer à l'utiliser, ta jambe gauche. Très intéressant. Ça explique pas mal de choses, d'ailleurs. Voilà. Après, encore une Ça. fois, là, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs. Encore une fois, là, c'est utilisé. C'est l'exemple que je trouve tout le temps, parce qu'en plus, bon, je dois pas le dire, mais c'est ma nièce la vidéo, tu vois. Donc, donc c'est pour ça que j'ai encore bien l'exemple concret, tu vois. Et tu vois qu'elle a sur la vidéo, elle a même pas un an. Tu vois je crois qu'elle a 6 mois, et tu vois que la jambe gauche, elle l'utilise absolument pas. Aucune extension de hanche, aucune utilisation du premier orteil. Tu sais que plus tard, elle aura des problèmes côté gauche. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Qu'est-ce que tu essayes de. Bah, Tu lui. essaies de Tu le la forces à stimuler. travailler? Je disais, bah, tu essaies de stimuler son vestibulaire et tu essaies de travailler son tactile pour d'elle-même, elle vienne utiliser cette jambe gauche. Mais encore une fois, elle n'a pas conscience. Tu sais, c'est une petite, elle n'a pas conscience, tu vois. Elle fait en fonction de ce qu'elle a accès. Donc, Donc, il faudrait l'idée, presque un posturologue à l'intérieur de chaque famille, de chaque bah, il y en a bébé. beaucoup qui travaillent avec des enfants. Moi pas, mais je sais qu'il y en a qui travaillent avec des enfants inévitablement, comme l'ostéopathie pour enfants qui à mon sens est juste primordial. Tu n'aimes pas les enfants, Sébastien? Si? Pourquoi? Je rigole parce que tu Ah travailles non, pas avec non, les non. enfants. Ah ouais, non, pourquoi je travaille? Non, mais tout simplement parce que même si c'est la même chose, à un moment donné, moi je suis quand même pour entre guillemets, la performance. Et puis, travailler avec un enfant, quand je dis un enfant, c'est qui a moins d'un an, tu vois, ça, je suis pas à l'aise non plus, tu vois, et parce que mon cursus et mon background et toute mon expérience, elle est basée quand même sur une population adulte. Donc, je vais pas commencer du jour au lendemain, ah, je vais faire un petit gamin tu vois ce que je veux dire? Je te charrie parce que moi, Ouais, ouais, non, mais, c'est la même chose. J'ai pas un attrait pour les enfants particulier. J'aime bien ça de loin, enfin de loin, en tout cas pas en rendez-vous. Et d'ailleurs, ce qui nous fait un point commun sur notre pratique, c'est qu'on fait pas les enfants, on a décidé d'aller ailleurs. c'est ça. Et ce qui nous fait aussi un point commun avec Thomas Desroux, que j'ai reçu sur le podcast dans les premiers épisodes, c'était dans les 10 premiers épisodes, Thomas Desroux, ostéopathe du sport à Tahiti, Ouais. où on avait justement discuté de ça, que lui non plus, il était pas un grand fan des enfants, et il avait raconté une petite anecdote d'une fois où il avait traité un nourrisson. Alors les enfants, si ça va, je crois qu'il disait que les enfants, c'était pas quelque chose qui les dérangeait, c'était plutôt les bébés, les nourrissons qui Ouais. c'était moins sa tasse de thé. Moi, c'est exactement la même chose, évidemment. Et puis, il nous avait raconté son anecdote que je ne vais pas dire d'ailleurs, que les gens iront écouter. ils auront écouté l'épisode avec Thomas Desroux. Et d'ailleurs, on va boucler la boucle en disant que on a été, parce que j'aime bien révéler les trucs publics comme ça, je trouve ça marrant. Enfin, public. Je sais pas si les gens seront intéressés, mais quand on s'est rentré en contact, justement, toi tu étais à Tahiti et je t'avais donné le contact de Thomas que tu as malheureusement pas eu le temps de voir. C'est ça. J'étais trop occupé voilà. à bronzer à Bora Bora que de passer plus de temps sur Tahiti. C'était un petit peu peut-être pour ça. Et puis ça aurait été marrant, ça aurait fait une belle connexion là de podcasts, des gens qui se rencontrent et malgré la distance On va dire que c'est partie remise. Et partie remise, et surtout, ben voilà, ça nous fait à tous les trois un point commun, c'est qu'on ne travaille pas avec les bébés, c'est pas notre truc. Et moi, j'assume à 200% que je réoriente largement les c'est bébés. comme dans tout, il vaut mieux avoir une équipe et enfin plus ou moins être spécialisé vraiment dans une population et un domaine et faire partie d'une équipe avec d'autres qui eux, tu sais, qui vont faire mieux le taf que toi. Je pense. Tu vois, c'est comme je te disais avant, à un moment donné, si tu vois des gros problèmes au niveau de la mâchoire, ben, moi j'y touche. Tu vois, je suis pas dentiste, je suis pas ostéo, etc. Ben, j'envoie chez les personnes adéquates. C'est pareil, si maintenant tu vois un nourrisson, ben, écoute, tu vas peut-être voir plutôt lui qui, je sais, qui va faire du bon boulot plutôt que moi essayer de faire. Ça, c'est une question d'éthique aussi, dans le sens où tu vas pas commencer à mentir et vouloir faire tout juste pour, entre guillemets, pour ton portefeuille ou pour ta clientèle. Tu te dois d'être honnête avec elle aussi, avec la personne. Je pense. Oui, et puis même pour ton propre intérêt personnel, tu vois, sans être à ce point-là quelqu'un de formidable. C'est juste que, alors oui, évidemment, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais même au-delà, je trouve que moi, ça me sert pas, quoi. Ça me sert pas dans mon développement, j'y prends pas un grand plaisir, donc ça reste aussi quelque chose c'est à la fois égoïste, tu vois, c'est que
je pense à moi là où c'est que je vais m'éclater, mais en même temps, ça sert aussi la personne puisque tu l'envoies vers le thérapeute et le spécialiste au top. Donc ça sert tout le monde, quoi. C'est ça. Bon, alors toi tu as identifié les différentes postures, on va C'est ça. repartir sur Ouais. l'histoire on est dans le bureau, etc. Donc tu as vu comment je me tenais, ou n'importe qui, on s'en fout, qu'il y avait peut-être un problème là, que tu allais regarder là. Tu as identifié ce qui pouvait pas aller, Ouais. et comment on solutionne tout ça maintenant? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que il faut que tu revoies souvent la personne, tu donnes des exercices? Est-ce qu'en un exercice, tu arrives à corriger des choses? Comment tu travailles? Il y a différents aspects de comment je travaille. On va dire, effectivement, si je vois il y a quelque chose qui n'est pas bon, entre guillemets, je te donne un exercice pour le travailler, tout simplement. T'as un déséquilibre au niveau tactile, ben, je vais te donner du tactile. Au niveau de l'oreille interne, ben, je vais te donner un exercice pour travailler le système vestibulaire. Attention, dans ce contexte de MeToo, ne pas être trop tactile. Pardon? Non, c'est une blague. Ah, ok, pardon. Excuse-moi. Non, je réoriente en disant que, attention, dans ce contexte de MeToo, de pas être trop tactile, surtout Ah, à l'extérieur. c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est simple. Je vais te donner des exercices pour travailler ça. Voilà. Ensuite, il y a ce premier aspect. Après, il y a le second aspect. Il faut quand même pas savoir que t'as quel âge, toi, rappelle-moi? 30. 30 ans. Ça va faire, on va dire, presque 30 ans que tu vis avec des adaptations. Donc à un moment donné, forcément, tu auras des adaptations structurelles qui se sont faites. Donc moi, comme j'ai cette double casquette, on va dire, de coach préparateur physique en plus d'être posturaux. Donc l'idée, c'est que ça me permet aussi de travailler sur ces adaptations structurelles. Tu vois, les gens, j'exagère, les gens qui ont les épaules qui partent en avant, des petites faiblesses musculaires par-ci, des petits déséquilibres musculaires par-là. Donc ça me permet de travailler aussi ça. Donc il y a vraiment ce côté structurel de par les adaptations qui Ouais. se sont faites au fil du temps et en même temps règle la cause de ces déséquilibres-là par le travail, on va dire entre guillemets neuro. Et comment concrètement, peut-être que je t'en demande un peu, Ouais, beaucoup, mais comment tu fais? C'est quoi? C'est des exercices musculaires? C'est des exercices avec les yeux? C'est ouais, en fait il y a d'équilibre? vraiment Comment de tu tout fais? dans dans le neuro finalement. Encore une fois, j'exagère. Encore une fois, on va ultra simplifier pour que tout le monde comprenne. T'as un déficit tactile un côté que de l'autre, bah, tu vas faire du tactile, c'est-à-dire que tu vas prendre, j'exagère, un stylo et tu vas stimuler le pied. T'as un moment donné, t'as un déséquilibre au niveau du système vestibulaire dans ce rôle le plus primaire, bah, tu vas faire des mouvements de rotation ou d'inclinaison de tête en fonction du canot qui est immature. Ensuite, tu vas pouvoir faire des exercices d'équilibre. Par exemple, sur une jambe. Tiens, à un moment donné, test tout bête que tu fais à une personne, tu lui demandes juste de tenir en appui sur une jambe. Et ensuite, tu fais l'autre. Tu peux déjà voir s'il y a des adaptations. Tu vois qu'aujourd'hui, j'exagère, mais 90% des cas ne sont pas aussi stables d'une jambe que de l'autre. Comble de la chose, quand tu cours ou quand tu marches, tu en appuies sur une jambe. C'est ballot quand même de pas tenir de manière pareille entre les deux jambes quand même. Hmm. Ok. Donc voilà, simplement en fonction de je vois ce qui est immature, je donne un exercice et ensuite on va suivre ces exercices-là dans le même protocole, on va dire, où ça s'est mis en place donc entre 0 et 2 ans. Donc l'idée c'est qu'on va passer après par des étapes de ramper, de marche à quatre pattes, etc. Ensuite avec des exercices de coordination en fonction des différents stades de développement. Ouais, ça doit être cocasse, ça. Donc voilà. Je sais pas si ça répond bien à la question. Ça, C'est vrai je que vois. tu vois, c'est comme je Je discute sais avec que les gens, c'est des fois on est tellement dans le truc, c'est qu'après tu t'en rends pas compte quand c'est trop spécifique, c'est pas assez développé, Hmm. etc., etc., tu vois, parce qu'en fait t'es tout le temps baigné dans la chose, et qu'après t'as plus cette réalité, cette réalité de c'est trop simple, c'est pas assez développé, etc., etc. Non, mais je pense que c'est compréhensible, j'espère. Si on reprend notre exemple, Attends, j'ai juste fait une de... analogie tout simple. Vas-y. C'est comme avec la muscu. Si tu veux des biceps, tu fais des biceps. C'est un peu la même chose. T'as du tactile qui est immature, bah tu vas faire du tactile. C'est aussi simple que ça. Eh ben voilà, non mais c'est ça, c'est en fait en fonction de la cause préférentielle de la mauvaise posture, en fait C'est tu vas ça. travailler, enfin voilà, tu vas travailler le truc en question. Et si on reprend notre exemple de l'épaule droite plus haute à cause de la vertèbre au milieu qui a une restriction de mobilité à cause du bassin qui est décalé à cause de tout ça en fait d'un problème oculomoteur, Ouais. en fait, tu vas faire travailler les muscles oculomoteurs pour rétablir la bonne symétrie entre le regard, j'imagine, le bon regard à l'horizontale, etc. Alors ça C'est ça, dépend. Ça dépend. Tu vois, c'est con, mais il y a tout le temps ça dépend. Pourquoi ça bien dépend? sûr. Parce que un dérèglement des capteurs oculaires n'est jamais un facteur premier. Parce que
à la base, Oh, j'ai pris le mauvais exemple, quoi. ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais c'est bien de le comprendre. C'est-à-dire que j'essaie toujours de répondre de manière la plus optimale possible à la problématique de la personne. Si maintenant elle a un gros problème au niveau de l'épaule, etc., tu sais qu'en corrigeant l'œil, tu vas l'améliorer. Mais tu sais que si tu corriges que l'œil mais pas les autres choses qui se font avant, tu vas pas régler le problème. Donc, j'essaie, s'il y a un gros problème à ce niveau-là, je vais donner un exercice, par exemple, au niveau des muscles oculomoteurs et les autres exercices qui vont être à la base, qui se développent avant les mouvements oculaires. Et alors admettons, c'est ça, tu fais un programme comme ça de, je sais pas, rééducation de travail, je sais pas comment on pourrait appeler ça. La personne fait ça donc en rendez-vous avec toi, tu lui C'est fais ça. faire ces exercices. Ensuite, tu lui donnes pour chez elle, j'imagine. C'est ça. Pour l'idée, encore une Pour fois, toi. c'est de la neuro, donc l'idée c'est quand même de stimuler la neuroplasticité. Mm. C'est plus tu Le fais, plus plus souvent. plus ça va s'engrammer et plus tu auras des résultats, tout simplement. Parce que Ok. c'est pas que tu vas faire une fois ton exercice tous les 2 semaines que tu vas vraiment avoir des gains, quoi, finalement. Il faut que ça soit répété, C'est ça. fréquent et que ça soit bien ancré. Moi, Ça, c'est important. j'exagère, mais avec les gens, je leur dis, tu les fais 5 fois par jour. Alors, je t'avoue très sincèrement qu'il y en a pratiquement zéro qui en font 5, mais c'est au moins pour qu'ils comprennent le concept de plus je fais, Mm. mieux c'est. Et puis c'est pour donner aussi ancrer une référence pour Ouais, qu'ils le c'est fassent ça. le plus souvent. C'est-à-dire que si maintenant tu leur dis qu'une fois, le mec va dire, ouais, je vais le faire l'après-midi. Et puis après, il revient l'après-midi, ouais, je vais le faire ce soir. Puis après, oh mince, ouais, j'ai plus envie ce soir, je le ferai demain, etc. Alors si tu leur dis 5 fois, tu es au moins sûr qu'ils vont au moins le faire au moins 2, 3, voire 4 fois dans la journée. Bon, alors admettons, cette personne est assez consciencieuse et elle le fait entre 3 à 5 fois par jour, elle essaie de bien le faire, tu la revois dans 2 semaines, c'est quoi en général tes suivis? 2, 3 semaines, justement, ça 2-3 dépend, semaines? tous les 2, 3 semaines. Après, ça dépend si je les vois aussi en coaching à côté pour justement adapter sur le travail structurel. C'est-à-dire que si maintenant je les vois vraiment, par exemple, donc vraiment coaching entre guillemets classique, si je les vois à ce moment-là, on intègre ces exercices en échauffement et ensuite direct on entame la séance et je vois au fur et à mesure l'évolution finalement. Oui, bon, tu vas prendre un petit peu en charge de manière globale. Donc, je reviens sur mon truc là. 3 semaines après, la personne revient. Admettons, elle a fait juste une consultation avec toi. Ouais, c'est ça. Toujours ce même exemple, épaule haute, problème oculomoteur plus autre que tu l'as donné, donc Ouais. des exercices. Elle a bien travaillé. C'est un cas formidable puisque la personne a bien travaillé, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle revient chez toi 3 semaines après, sans avoir nécessairement étiré le trapèze, corrigé la vertèbre ou travaillé le bassin. Est-ce que tout ça va être rétabli? Peut-être pas à 100%, mais Alors très franchement, en 3 semaines, jamais. Pourquoi? Parce que pardon. Jamais en 3 semaines parce qu'après tu sais encore une fois tu mets plus ou moins 1 an à tenir debout, enfin quand je dis tu c'est le bébé. Si en 3 semaines tu arrives à tout rééquilibrer, ce serait juste miraculeux et que tu as quand même des étapes. Tu sais encore une fois en 3 semaines, exemple, je vais donner un exercice de tactile, un exercice vestibulaire et par exemple l'oculaire comme on peut utiliser l'exemple qu'on disait avant, mais il sera toujours pas passé par cette étape de 4 pattes, donc il aura toujours pas développé toutes ses chaînes musculaires, etc. Donc en fait ça prend quand même un processus assez long finalement pour pouvoir réengrammer toutes ces entrées sensorielles de manière équilibrée et en même temps on va réétablir toutes ces chaînes musculaires. ok. Mais évidemment, je comprends totalement, hein, Ouais, c'est juste pour pousser la réflexion. ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça serait possible que pendant plusieurs mois, la personne fasse ce travail sur donc soit au niveau vestibulaire, au niveau oculomoteur, enfin les causes de son épaule haute. Est-ce que pendant plusieurs mois, ce travail est fait, mais on ne touche pas, enfin on ne touche pas, ou on touche très peu à l'épaule, au bassin Ouais. et aux vertèbres, et il y a une régulation, l'amélioration de ces structures se font alors qu'on n'y a même pas touché. Oui, parce que moi il y a des gens, je suis pas tous en coaching aussi. Il y en a que je suis que en posturo. Et donc Voilà. oui, oui clairement, parce encore une fois, si là aujourd'hui tu viens, tu vas faire tes exercices, tu auras une amélioration immédiate. Ou quasiment immédiate. C'est-à-dire que là, tu vas faire tes exercices, tu vas tout de suite être bien. Mais l'idée après, c'est de les répéter pour que ça reste dans la durée. Mais là, Ancré, aujourd'hui, ouais. tu vas faire les exercices, ça va tout de suite tenir. Donc oui, il y en a que je suis que en posturo, il y a des collègues à moi qui font que de la posturo sans rien d'autre à côté. Et effectivement, tu vois les résultats. L'intéressant, encore une fois, comme à chaque fois, c'est
la multi-complémentarité des professions. C'est-à-dire que Indéniable. être suivi en posturo et faire du travail de renforcement musculaire et peut-être voir en ostéo des restrictions, Moi, retravailler je la sur... pose toujours. Un suivi par un ostéo toujours en même temps. Je la pose toujours, au moins durant, à chaque fois je les vois, au moins tous les 2-3 mois, j'impose plus ou moins pour aller voir parce qu'il y a des choses que je ne fais pas. Mais encore une fois, c'est comme tu disais, c'est cette pluridisciplinarité et tout le monde travaille de concert pour avoir le maximum de gains. Alors c'est sûr que si tu fais juste de la posturo, juste du coaching, juste de l'ostéo, juste de la physio, de manière isolée, c'est bien. Mais c'est quand tu commences à combiner le tout, c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Et quand tu travailles avec des athlètes de haut niveau, au bout d'un moment, c'est ces petits détails qui vont faire la différence. Est-ce que des fois, il n'y a pas un risque de se perdre un petit peu dans le trop de thérapie, surtout que dans ces cas-là, lorsqu'il y a une complémentarité, il faut quand même que les praticiens, les thérapeutes, ils soient au courant de ce que fait l'autre. Il faut qu'il y ait une grosse communication quand même. Parce que sinon, chacun fait un petit peu son truc dans son coin et il n'y a pas réellement d'objectif commun, quoi. C'est ça la problématique qu'il y Je a pense avec... que c'est probablement la chose la plus difficile. Bah, d'autant plus la posturo, comme on l'a dit en introduction, c'est que peu de gens connaissent vraiment ce que c'est. Là, quand des fois je parle avec des médecins ou des physios, ouais, la posturo, ouais, j'exagère, hein. Tu vas régler ta hauteur de chaise. Mec, non, c'est pas ça. Enfin, tu vois, j'exagère, je noircis le tableau. Mais du coup, ça devient compliqué pour travailler vraiment de concert. Mais après, une fois que tu En plus, commences c'est plus de à... l'ergo. Pardon? C'est plutôt de l'ergonomie Ouais, c'est ça. de Ouais, relever mais la combien de fois chaise. tu vois dans des panneaux ergothérapeute posturaux? Tu le vois. La règle la dernière fois, c'était sur quoi? J'ai même pas regardé. Sur TF1 ou sur M6, il y avait un reportage ou je sais pas quoi, où quelqu'un qui se disait posturo, en fait, c'est un ergo qui faisait peur à tout le monde. Ah ben non, t'as Montréal, mince. C'était en France. Enfin bref, ça a fait un gros Hmm. scandale. J'ai pas vu. J'exagère, planétaire, mais je dirais presque européen du coup. Et c'était une aberration. Mais le problème, c'est ça. C'est comme tu vois des podos qui se mettent podo posturo. Ah ouais, mais bon, à un moment donné, tu sais que si tu changes ta tension des muscles des yeux, tu sais que ton pied va s'adapter. Et donc te consacrer que au pied, tu sais que tu vas changer les muscles des tensions des yeux. Et si tu travailles l'un sans travailler l'autre, c'est pas une aberration, mais c'est quand même très très limité. Et tu vas créer d'autres compensations autre part. Moi, je vois beaucoup de gens qui ils m'ont dit ouais, j'ai vu mon podo et bah c'est pire. Ouais, autre part, mais c'est pire. Bah ouais, mais parce qu'il y a encore d'autres choses qui se sont déréglées par rapport à ça finalement. Donc sur ça, Faudra que j'invite un podo. c'est indispensable j'exagère, hein, mais tu te poses autour d'une table, tu dis écoute, moi je fais ça, et puis moi j'aimerais bien pas que tu fasses ça, tu vois, tu essaies de mettre les choses sur table pour essayer de trouver le meilleur compromis pour la personne finalement. Ouais. Donc Et ça, c'est c'est un peu ça. l'avantage de travailler dans un endroit multidisciplinaire, une clinique, un lieu où il y a plusieurs thérapeutes. Là c'est En l'avantage, théorie, quoi. parce que En je connais des théorie, cliniques où il oui. y a des gens, ils se parlent jamais, ils s'échangent Hmm. des patients sans jamais dire un mot ou quoi que ce soit. Mais après, On reste quand t'es- même malheureusement, on reste une profession très individuelle, individualiste, ouais, ne serait-ce que par le terme, ce qui est, on est des indépendants. C'est vrai que c'est c'est des ça. fois pas facile. Mais oui, mais c'est compliqué. Mais après, moi, je sais que j'ai fait entre guillemets mon petit trou, si on peut appeler ça, que par les résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des physios et des médecins qui m'envoient des gens, c'est qu'ils ont vu plus ou moins l'intérêt et que même eux, dans leur pratique, ils en sont sortis gagnants aussi, tu vois. Donc c'est quand même ça qui est intéressant pour moi et surtout pour la personne. Euh, le sport le plus complet, ou en tout cas le meilleur sport à pratiquer pour avoir une posture qui va être la meilleure possible et qui va demander le moins de coûts énergétiques, si on en revient sur le principe du début. Ah, Est-ce qu'il y a un sport, c'était une vaste question. la Après, je Rolls-Royce? te dirais, c'est comme tout. Enfin, je te dirais à nouveau, ça dépend, mais à un moment donné, le sport à J'adore dire ça l'extrême dépend, moi aussi. n'est pas. Ouais, mais c'est ça. Il y a pas Oui. de vérité sans contexte, comme je sais plus qui disait. Bref, il y a pas de vérité sans contexte, et c'est exactement ça, dans le sens où tout sport est bon, mais jamais à l'extrême. Tu peux tout prendre, tout est bon. On va dire qu'il y a des activités qui sont quand même plus prépondérantes. On va dire comme la gymnastique pour l'oreille interne, c'est juste extraordinaire. Mais à un moment donné, quand tu vas à l'extrême, ben, tu vois, ils sont pratiquement tous cassés aussi. Donc Oui, ça dépend pourquoi. c'est pour ça. Il n'y a pas de vérité sans contexte. Et puis un sport qui développe plus que l'autre. Disons que de manière générale, si maintenant tu as un enfant, je te dirais la gym c'est top, la natation c'est top, mais après c'est comme tout. Si tu veux en faire 15-20 heures par semaine, ben non, c'est pas bon. Le tennis? Pourquoi? Pas top, hein? Tout. Après les activités physiques, on va dire, qui entraînent une asymétrie, c'est pas forcément l'idéal d'un point de vue
physiologie de base. Maintenant, après, t'aimes bien le tennis, c'est c'est du reconnu, tennis, ça. quoi, tu vois. Après, le tennis, c'est un super sport aussi. Comme tu dis, ça dépend quel objectif, ça dépend de quoi on parle exactement. Mais j'ai fait du tennis pendant très longtemps, pendant une dizaine Ouais. d'années. C'est sûr que ça m'a changé, quoi. C'est sûr que ça m'a changé. Je suis beaucoup plus fort du bras droit. Bon, après, je suis droitier aussi, donc difficile de Ouais, savoir quelle y est a la pas trop part. d'incidence par rapport à ça, on va dire pas. On va dire, Pas quand par on rapport à la parle de force. force musculaire, bon après, encore une fois, le tennisman, à un moment donné, qu'il a le bras droit, c'est Force, le droitier volume. plus fort, c'est normal. À un moment donné, il fait que ça. Mais on va dire de manière générale, quand on parle de latéralité, on parle que de dextérité, on parle pas de force. Donc, en théorie, tu devrais être aussi bon, aussi fort à droite qu'à gauche. Je dis bien en théorie. Sauf si tu as des adaptations qui ont fait que, mais de manière générale, tu dois être pareil. La dextérité, en revanche, là, tu auras une préférence au niveau manuel. Ouais, ça certainement. Je pense que j'ai plus de force à droite qu'à gauche parce que lorsque je vais en salle de sport, que je prends des haltères, je galère plus à gauche qu'à droite sur des mouvements de curl par exemple. Ouais, Le volume aussi. ouais. Mais Ouais, j'ai est-ce plus que de ce volume serait sur le dû bras par droit. rapport au tennis? Encore une fois, Ah, ça il y c'est a le contexte. ouais, Mais peut-être que déjà à impossible la à base, il y savoir. a quelque chose. Encore une fois, techniquement parlant, tu devrais pouvoir développer exactement la même force à droite qu'à gauche, en théorie. Donc, En non. théorie. Voilà. Ouais. Après, comme je disais, il y a pas de vérité sans contexte. Mais disons qu'en fait, finalement, quand tu testes des petits muscles, il y a un test classique qu'on fait en posturologie de base. C'est un test des extenseurs du poignet. Et c'est ça qui est drôle, c'est que les droitiers, ils vont tous venir. Alors, il y a souvent une bascule d'épaule à droite pour les droitiers. Et en fait, quand tu leur fais le test d'extenseur des poignets, ben, ils sont beaucoup plus faibles à droite. Et là, ils te regardent, mais c'est bizarre quand même. Et pourtant, à la base, ils pensent qu'ils sont plus forts à droite. Et quand tu leur fais ça, Je suis en train de le faire en ce moment. Hein, pour voir. bah, faut que ça une autre personne, mais tu vois, et du coup, ils disent, ah, mais c'est bizarre quand même. Pourtant, je suis droitier. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Alors, maintenant, je te demande d'écrire la main gauche. Ouais, là, ça va être un petit peu différent quand même. La course à pied, Ouais. c'est un truc très répandu. Est-ce que c'est conseillé par Sébastien Zimmer, même si je te Non. pique un peu, je te charrie parce que je sais que ça dépend et que c'est Bon, objectif, mais j'aime pas, t'en je trouve penses ça quoi, trop toi? monotone. Mais ça, c'est un point de vue purement personnel. Ouais, je suis d'accord. Non, je dis ça, mais genre, avant, je courais beaucoup. Mais voilà. Euh, On dit que ça flingue les genoux. pardon? On dit que ça flingue les genoux. Je sais pas si c'est un vieux mythe. J'ai tendance à de plus en plus à penser que c'est un mythe. Tu vois, Ça- je vais prendre l'exemple que je donnais avant. Tu demandes à une personne de tenir en appui sur une seule jambe. Elle tient X temps, et tu lui demandes sur l'autre jambe. Elle tient moins bien. Donc déjà, tenir sur une jambe, c'est compliqué. Tu lui demandes de courir, elle va faire quoi? D'un côté, elle va faire que se rattraper. J'exagère, tu cours pas, tu fais que te rattraper. Du coup, forcément, tu auras plus de contraintes sur ton genou et sur les autres articulations, puisque tu te fais que te rattraper. Donc, est-ce que c'est bien pour toi de courir 40 km par semaine ou autre, en sachant que tu ne cours pas, mais tu fais que te rattraper? Bah, je suis pas sûr. Parce que tu n'as peut-être pas le bagage pour pouvoir courir. Parce qu'avant de courir, il faut pouvoir marcher. Avant de pouvoir marcher, il faut tenir debout. Avant de pouvoir tenir debout, il faut savoir marcher à quatre pattes. Avant de faire marcher à quatre pattes, il faut que tu rampes. Donc, je dirais, et la ça boucle est dépend. bouclée. Mais dans l'idée, c'est bien. C'est bien. Mais encore une fois, est-ce que tu as le bagage pour le faire? C'est peut-être autre chose. Sébastien, pour terminer ces épisodes, je pose toujours 3 petites questions. Celles-là, je les ai gardées et je vais encore les garder parce que On je va les trouve essayer de... intéressantes. 3 petites questions qui ne sont pas, qui sont un peu plus personnelles, Ouais. mais ne t'inquiète pas, ne Ah. t'inquiète pas, c'est pas trop personnel non plus. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, donc tu m'as dit que tu avais 28 ans, C'est ça. donc 18 ans, hein, parfait, Ouf. la majorité. Quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? Ah, tu sais qu'on m'avait posé... durant le confinement, on m'avait posé la question. Et puis j'avais répondu à un truc qui me plaisait pas. Et après, je me suis posé la question, c'était quoi le conseil? Et j'avais trouvé un super conseil, mais je l'ai oublié. Ah merde. Mais de manière générale, je dirais, donne-toi les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Attends que je réfléchisse. Ouais, donne-toi les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tout le temps... ou suis le processus plutôt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'a pris 10 ans pour avoir aujourd'hui cette mentalité-là, ce background, ces expériences, mais c'est ces 10 années qui m'ont permis de me forger. Et peut-être que, et je sais que je vais être meilleur demain,
mais je sais moment. Mais c'est tout ce processus qui m'a permis aujourd'hui d'être là où j'en suis. Donc, continue à entre guillemets à poursuivre cette aventure et surtout croiser quoi. Ok, ouais, pour poursuivre, mais je vois ce que tu veux dire, poursuivre le processus, Ouais, parce que tu vois, ne pas trop se tu peux poser de donner le meilleur conseil questions au non monde, plus. mais c'est ces 10 années qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui à ce à quoi j'en suis. Et peut-être que si je me le donnais tout de suite, on va dire ouais, je gagnerais tellement de temps. Ouais, mais peut-être pas. Oui, c'est Parce le que c'est cumul ces d'expérience, expériences quoi. qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Très bien. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor et que tu le considères encore aujourd'hui, peut-être, hein? J'en ai plusieurs, mais on va dire en posturologie, c'est quand même Matt Boulet qui est justement à Montréal qui c'est drôle, c'est l'anecdote que j'avais une fois utilisée, c'est qu'à chaque fois bon, je suis quelqu'un, j'adore apprendre, que ce soit n'importe quoi, je lis beaucoup, je lis des articles, je fais des formations, etc. Même si maintenant c'est un peu plus spécifique qu'avant, avant j'étais un peu désorganisé. Mais de manière générale, c'est à chaque fois je lui dis, j'apprends. Et à chaque fois que je vois, je dis, ouais, aujourd'hui, entre guillemets, je vais lui tenir tête. Et tu parles avec lui, tu dis, ouais, ok, je comprends rien, quoi. Puis ensuite, Hmm. tu le revois, tu dis, ouais, je vais le tenir tête, et ben, nouveau pas. Entre guillemets, c'est un petit peu ça, tu vois. Et c'est en fait, ils mettent surtout dans cette remise en question à chaque fois, reste pas sur tes lauriers, continue. Et sinon, en France, il y a vraiment Anthony Baptiste qui, lui, est vraiment dans cette belle jonction entre posturo et performance, qui sont vraiment deux aspects qui sont, on va dire, mon peut-être meilleur entre guillemets, et qui, lui, vraiment excelle dans ces deux domaines-là et qui, il fait pas la posturo pure et dure, il intègre vraiment ça dans le contexte de la performance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc voilà, ouais, on je va dire, vois. c'est un petit peu ces deux-là. Même si Bon, après, on malheureusement, pourrait on n'a pas eu en le sortir temps plusieurs, mais Oui, alors, on n'a pas eu le temps malheureusement de discuter un peu plus de performance, de ton ouais. côté. Parce que tu vois Euh, qu'en mine de rien, ça il y fait avait beaucoup. 1h15 et il y a eu, on a peu dit, mais on en a beaucoup dit. Donc, Ouais, ouais, j'avais beaucoup de questions et puis j'étais très curieux là sur la posturo. Donc, et le temps passe, le temps passe. Est-ce que les gens sont toujours avec nous actuellement? Euh, je on l'espère. espère. Moi, Sinon, on je pense que fera un oui. acte 2. Exactement, exactement. Et on pourra parler de sujets un petit peu plus, Performance, plus pratique. voilà, plus Parce que là, ça reste performance. quand même très, 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 très théorique, même si on a été au-dessus de l'iceberg, mais ça reste c'est quand même très théorique, je pense. Mais Je on se trouve en tout cas. reprendra. On se reprendra pour discuter. Et même du côté, c'est vrai que tu vois, ça, je l'ai, malheureusement, j'ai dû le mettre de côté. Euh, L'aspect posture sur le cognitif, le Ouais. psychologique et même la confiance en soi, tu vois. Pour la petite référence, pour ceux qui ont lu le bouquin de Jordan Peterson, euh, 12 règles pour une vie, il en parle dans sa première règle pour une vie, c'était de se tenir droit. Il fait un gros parallèle entre la confiance en soi, la posture, le fait de se tenir droit, de se tenir... Alors après, moi j'aurais été très curieux d'entrelacer tout ça, tu vois, entre le fait de se tenir droit, de redresser les épaules, d'avoir confiance, est-ce que tu peux, est-ce que la posture te le permet, etc. On aura l'occasion, j'espère, de se reprendre là-dessus Mais tu vois, il y avait un dans un autre exemple que épisode. j'avais vu la dernière fois et je trouve ça juste, tu sais, de manière générale, le stress, tout le monde parle du stress, mais en partant du principe, pour tout le temps utiliser le même exemple, finalement, t'es plus stable d'un côté que de l'autre sur une jambe. En partant déjà du principe que sur ta jambe gauche, c'est déjà un stress plus grand pour toi. Est-ce que déjà le stress, on va dire, du boulot, de la femme, etc., bah forcément, tu vas moins bien pouvoir le gérer si déjà pour toi, être sur une jambe, c'est déjà un stress plus grand à gauche, sur la jambe gauche qu'à droite, par exemple. Tu vois, donc pour faire ce parallèle entre l'aspect émotionnel, cognitif, etc., versus la posture et le mouvement finalement. Donc Hmm. finalement, c'est un tout finalement. Ouais, bon, on en reparlera Ouais, c'est ça. de tout ça une fois On prochaine. pourra plus se développer dans ce cas-là. Ouais, je l'espère, je l'espère. Troisième question. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu as envie de recommander et je le précise toujours, mais ça n'a aucune obligation d'être un livre sur la posturo ou ça peut être un truc qui t'a marqué complètement, qui a rien à voir. Hein. Wow. Alors que je réfléchisse. Enfin, il y en a parce que je lis beaucoup. C'est vrai que je lis beaucoup. Je vais t'en donner deux récents. Deux récents. Pourquoi deux récents? Parce que je suis rentré de vacances il y a à peu près 10 jours de ça. Et durant les vacances, j'ai lu 8 livres. Donc il y en a deux qui m'ont plus marqué que d'autres. Il y avait le Samouraï compatissant, qui pour moi était vraiment cool.
Et le second, Ouais. c'est assez classique, c'est l'effet cumulé, que j'ai bien aimé. Oui, de Darren Hardy, ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, Ouais, bien celui-là, je aimé le parce connais. qu'encore, bon, après, souvent dans ces choses-là, il parle beaucoup de tout ce qui est business, etc. Mais finalement, tu peux le retranscrire dans beaucoup de choses, dans d'autres aspects de ta vie. Après, les deux livres que j'ai dit, c'est des Américains. Alors, avec les forces et les faiblesses de chaque système, mais les Américains, on sait comment ils sont. Donc, l'idée, c'est de lire un peu entre les lignes et prendre ce qu'il y a à apprendre, mais j'ai trouvé vraiment intéressant. Parfait, je laisserai comme d'habitude les références dans les notes de l'épisode, en description. Après, il y en a eu Si tellement les... d'autres, hein, encore une fois, mais c'est les deux récents, Ouais, non, mais le dernier je mois sais là que les qui est choix venu. sont difficiles. On les avait pas cités, je crois, Ah bon, sur le parfait. podcast encore, ces bouquins. En tout cas, le Samouraï compatissant, pour moi, inconnu au bataillon. Je ne Ok. sais pas du tout Ah, ce que il est c'est. intéressant. Je crois qu'il y a 10 ou 11 lois que plus ou moins que le samouraï utilise. Et ouais, pour moi, il rejoint pas mal un petit peu tout ce qui est les accords Toltec, etc. Plus ou moins, encore une fois, mais version américanisée, hein, c'est toujours plus fun. Mais ouais, j'ai vraiment C'est toujours bien apprécié. Ouais. un petit peu plus grandiloquent. Ouais. C'est ça. Ok. Alors toi, tu travailles en Suisse. T'es quelle ville exactement? Comment les gens peuvent peut-être venir te consulter ou te retrouver sur Internet? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un site web? On les renvoie vers quoi? Alors, effectivement, je suis en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Vaud, donc à Lausanne. Après, j'ai un petit peu différents sites, donc sur Lausanne, Fribourg et Villeneuve. Je vais essayer d'ouvrir un petit truc sur Genève, espérant peut-être d'ici la fin d'année. Et sinon, on peut me contacter directement sur ma page Facebook qui est Sébastien Zimmer, posturologie et performance. Sur Instagram, Seb Zimmer-du-bas. Ouais, c'est ça. Et sur mon site internet qui est en train d'être remis à jour, qui est www.posturalperformancelab.com. Il est pas très beau, Ok. mais il va être fait. Bon, ben peut-être que le temps que cet épisode sera sorti, le site sera déjà refait, peut-être. Voilà, c'est ça. Faut juste que je m'y mette, quoi. Parfait. Ah, c'est toi qui t'en occupes? Ouais, le site. Ouais, parce qu'il y a des trucs. Disons que la base, elle est là, mais le fond, il y a quelques trucs que j'aimerais changer, quoi. Ok, ok. On discutera en off, là, ça Ouais, s'intéressera c'est ça. personne de ça. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou un message à faire passer avant qu'on clôture? Bah, écoute, déjà, le message à passer, c'est restez ouvert, posez-vous les bonnes questions et remettez-vous toujours en question dans chacun de votre aspect de votre vie, entre guillemets. Et Le petit mot de tenez-vous la bien phrase. aussi, non? Et tenez-vous bien, ouais, c'est ça. Encore que, on pourra en reparler encore une autre fois, mais le fait de dire C'est terrible. tiens-toi bien, c'est pas forcément juste dans le sens où c'est de l'ordre du conscient et comme je te disais, la posture c'est Mm. inconscient. Ouais, j'aurais peut-être dû le développer un peu plus, Je mais sais, je voulais te piquer une dernière fois, mais j'en suis largement conscient. Le tiens-toi bien, il c'est est une à aberration. creuser. C'est une Ouais, il est à aberration. creuser pour une fois future, parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du... Ah, c'est pas facile. Bah non, en fait, c'est simple. Ta posture va être régie par tes muscles toniques et tonico-phasiques. Tiens-toi droit, c'est tes muscles phasiques. Paf. Déjà là, tu sais que tu vois que déjà les muscles que tu utilises ne sont pas faits pour ça. Donc déjà là, tu sais que le débat il est clos. Bon, ben, débat clos. Non, 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 non. Ne faisons pas un débat clos. Faisons un débat à trois quarts clos, avec une petite brèche où je vais pouvoir aller pour un prochain épisode pour te poser plus de questions là-dessus. Avec grand plaisir en tout cas. Merci Sébastien d'être passé. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.